Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous allons parler aujourd'hui, aborder la question des places et des contributions des femmes dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Donc pour vous donner quelques éléments de contexte, en fait, jusqu'au début du XXe siècle, l'agroalimentaire c'est un secteur qui est fortement industrialisé, très masculin. Côté agriculture, les femmes ne travaillent pas, non. En fait, elles aident leur mari et elles sont totalement mises de côté, considérées comme des pièces rapportées d'un modèle préexistant. La Grande Guerre va venir bouleverser tout ça, bouleverser l'ordre établi, puisque ce sont les femmes qui vont prendre la relève au champ comme à l'usine. Et ces secteurs alimentaires vont commencer à se féminiser de plus en plus et continuent de le faire quelques décennies plus tard. C'est ensuite la quête de reconnaissance qui va frapper le milieu. Les femmes ouvrières travaillent souvent en fait dans l'ombre de leur mari, notamment en agriculture. Le terme agricultrice n'apparaît d'ailleurs dans le dictionnaire qu'en 1961. Aujourd'hui, les femmes, elles représentent que 30% des actifs permanents agricoles et seulement un quart des chefs d'exploitation. J'aimerais aussi pouvoir vous donner les chiffres de l'agroalimentaire. Cependant, en fait, les dernières données datent de 2012, ce qui illustre en fait une forme d'invisibilisation des femmes dans les statistiques. Et on le voit très bien pour ce secteur en particulier. Alors on en vient finalement à se demander si les espaces agricoles et agroalimentaires sont imperméables à l'égalité des sexes, en d'autres termes, au féminisme. Et pour y répondre, nous avons à cette table aujourd'hui des voix qui sont spécialisées dans ces domaines. Je vais commencer d'abord par les présenter, leur poser une question, et puis ensuite on discutera librement, on échangera autour d'autres questions liées à la question. D'abord, Amandine Deschamps, je commence par vous. Vous avez obtenu le diplôme de responsable d'exploitation agricole au CFPPA à Quetigny. Vous êtes gérante de la société L'Amandine, où vous cultivez différentes variétés de fleurs à Rouvres-en-Plaine, destinées à la conception de cosmétiques et d'infusions, et également destinées à la restauration et fleuristerie. Donc comme j'ai pu le soulever en fait en introduction, la reconnaissance des femmes dans le milieu c'est un véritable enjeu. D'où une première question, votre parcours est le fruit d'une reconversion. Par conséquent, est-ce qu'être une femme non issue du milieu a représenté un frein pour vous faire reconnaître par les acteurs du milieu agricole? Bonjour à tous. Donc Amandine Deschamps, effectivement. Mon premier métier n'était pas être agricultrice. J'ai fait une formation d'assistante sociale et j'ai pu exercer pendant 5 ans sur le commissariat de Dijon. J'aime pas trop qu'on parle de reconversion professionnelle. Mais bon, on pourra en débattre des heures. Parce que je trouve que c'est stigmatisant, et encore plus dans le milieu agricole. C'est une réorientation professionnelle. Voilà. C'est ce sur quoi je tendais depuis quelques années, mais je pense que à 20 ans, 24 ans, on a un petit peu plus de mal à créer une société, et donc on se tourne vers une solution un peu plus classique, on va dire. Et dans votre question, vous parlez de reconnaissance. Et ça m'a posé une colle parce que j'ai pas cherché de reconnaissance en fait. Reconnaissance de qui, de ses pairs, donc des agriculteurs qui font des fleurs, il n'y en a pas beaucoup, ils font des cosmétiques encore moins. Autour de chez moi, c'est plutôt blé, orge, colza, oignons, patates. Donc voilà, je me suis pas posé la question de la reconnaissance. Moi, je voulais un projet viable avec un business plan béton pour pouvoir vivre de mon travail et de ma passion. Donc la reconnaissance, est-ce que je l'ai aujourd'hui? Je ne sais pas.
Et à la limite, je m'en fiche. Voilà. Aujourd'hui, je sais que on a une clientèle qui est fidèle. Voilà, on arrive à vivre de notre travail, et ça, c'est ma plus belle reconnaissance. Voilà. Et puis comment mesurer la reconnaissance, comment voilà, être sûr que oui, on peut nous dire c'est bien ton travail, avoir des articles dans des journaux, mais c'est tout à fait subjectif aussi, hein. Donc c'est pas ce que je cherche en tout cas, et je pense que c'est aussi quelque chose de, voilà, que les femmes se mettent un peu cette pression en disant voilà, il faut que je sois reconnue, alors qu'un homme, on va lui dire ben voilà, il faut que tu fasses vivre ta famille, donc il faut que tu gagnes de l'argent, peu importe la reconnaissance. Donc je peux pas répondre à cette question. Est-ce que je suis reconnue? J'en sais rien. Voilà, on a toujours des échos, on est observé, ça c'est sûr, parce que les champs sont à Rouvre-en-Plaine, et autour des champs, il y a du blé, de l'orge, du colza. On est 12 agriculteurs à Rouvre-en-Plaine, je suis la seule femme. Donc voilà, c'est sûr que je pense la reconnaissance, elle va être peut-être dans la durée. Voilà, si l'entreprise voilà, perdure au-delà de 3, 5, 10 ans, bah, peut-être que voilà, on pourra dire qu'il y a une reconnaissance de mes pères, parce que je suis avec eux depuis plusieurs années. En tout cas, je suis inscrite dans l'annuaire des agriculteurs de Rouvre-en-Plaine, et je me suis bataillée pour pas être dans la catégorie bien-être. Voilà, parce que oui, on fait des fleurs, des tisanes, et du coup, on est tout de suite stigmatisé bien-être. Et la difficulté est là aussi parce que effectivement, on fait des infusions avec des plantes médicinales, mais moi je revendique pas de faire des infusions pour leur bien-être, leur vertu. Et une femme est un petit peu là pour soigner, hein, on va dire, on est des infirmières, nos maris, nos familles. Et en fait non, c'était pas le but, ouais, c'était vraiment le but, c'était de faire des infusions pour ce côté gastronomique. Et ça, effectivement, c'est peut-être difficile à faire reconnaître par les clients professionnels et particuliers. Voilà. Merci, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça me fait rebondir sur une notion, on va peut-être pas la détailler aujourd'hui, mais sur le fait que les femmes sont quand même souvent associées au métier du care, et que effectivement on a cette stigmatisation clairement des femmes qui doivent prendre soin des autres, etc. Merci beaucoup Amandine. Merci. Et on va passer à Émilie Janin. Merci d'être là. Donc vous, après un BTS en production animale, un BTS technico-commercial, puis une licence en psychologie, vous êtes installée sur la ferme familiale où vous élevez des vaches pour la viande, il y a 16 ans. Et depuis quelques mois, vous êtes à la tête de Le Bœuf Éthique, le premier abattoir mobile pour bovins de France qui vise en fait à consolider les liens entre éleveurs et consommateurs pour une alimentation plus durable, donc proposer véritablement un modèle durable. Et donc ma question est la suivante: quelles difficultés vous avez pu rencontrer à la fois, en tant que femme, à la fois pour monter et visibiliser votre projet dans le milieu agricole? Bonjour, merci de l'invitation. C'est très intéressant de pouvoir intervenir aujourd'hui dans cette journée. Alors pour vous répondre, je suis pas vraiment, comment dire, dans ma façon de faire, je peux être souvent, j'ai pas l'habitude de me positionner en tant que femme. Voilà, je travaille effectivement dans le milieu agricole, le milieu maintenant agroalimentaire, où effectivement il y a pas mal d'hommes, pas mal de gros machos dans le fonctionnement. Et alors du coup, mais moi, dans ma façon de fonctionner, je me suis jamais dit, si je suis une femme, ça va être difficile. Et puis pire, des fois peut-être que je me dis, ce qui peut être notre faiblesse peut être aussi une force. Donc c'est comment on va l'utiliser, etc. Donc ce qui peut être une force, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, ça peut être une force parce qu'ils se sont dit,
ce milieu agricole ou agroalimentaire, parce que notre projet de bœuf éthique, c'était de mettre en place le premier abattoir mobile en France pour animaux, pour faire en sorte que du coup on déplace les abattoirs vers les animaux et non plus les animaux sur des centaines de kilomètres. Alors, c'est très très chouette parce qu'en fait moi-même j'y croyais pas du tout, enfin je pensais que c'était impossible à réaliser. J'ai découvert ça, alors c'est très fort parce que j'ai découvert ça grâce à Franck Rivière et Vérane qui sont là, Vérane Frediani qui interviendra tout à l'heure, il y a, du coup en 2016, mais j'y croyais pas, je voyais pas comment ça pouvait être possible. Et Franck a toujours ce truc en me disant, t'as qu'à essayer, au pire, ça réussit quoi. Et c'est génial parce que c'est un leitmotiv qui est resté et qui est très très fort. Et du coup, ce que je voulais dire par rapport à la question des femmes, c'est que du coup, effectivement, c'était impossible à imaginer, même pour moi en tant que femme, qu'on pouvait le faire. Encore plus du coup pour ce milieu très très macho de il y a des normes à respecter, on pourra jamais le faire, etc. Et ils s'attendaient certainement pas à ce que ce soit une nana qui le fasse. Et donc au départ, je pense qu'ils ont rigolé doucement, ils ont rien trop dit. Après, ils sont devenus un peu plus méchants. Bon, je suis toujours en vie, ça va. Mais voilà quoi. Et du coup, il y a un côté où on nous pense innocente, voilà, occupez-vous de la maison. Des fois, ils peuvent être un peu vinçants en nous disant, allez, occupe-toi de ta maison, de ta ferme, de tes enfants, enfin voilà, et laisse-nous tranquilles. Ben non, en fait, voilà, on a le droit aussi de porter ses projets, d'en être fier, d'avoir nos convictions, et il n'y a pas absolument pas à rougir du fait d'être une femme, ou voilà, je pense qu'il faut vraiment y aller entièrement avec ce qu'on pense. Et que oui, on a le droit de réinventer des nouveaux modèles d'entreprise et des nouveaux modèles de faire l'alimentation sur nos fermes, dans nos entreprises agroalimentaires. Et parce qu'en fait, ce qui nous nourrit et qui donne du sens à nos vies, mais qui nourrit aussi chaque petite cellule de nos corps, c'est quand même l'essence même de la vie, donc c'est le plus important. Donc oui, on a le droit de chercher à améliorer les choses et de remettre plein de sens dans tout ça, quoi. Et soyons fiers du coup d'être femmes et de pouvoir le porter parce que c'est vrai que la vie, il y a ça qui nous différencie des hommes, c'est qu'en général, c'est nous qui la portons, quoi. Merci pour ce beau message. En parlant de sources, du coup, ça me fait un pont pour rebondir sur la notion de formation. Claire Boutonnet, Annelle Venturini, vous représentez l'association féministe Les Robes Rouges et Noires que vous avez créée ensemble au sein d'AgroSud Dijon, et dont l'objectif est d'informer, de conscientiser et de proposer des solutions contre le sexisme au sein des écoles de futurs ingénieurs. Et ma question est la suivante, est-ce que d'abord les femmes sont présentes dans la formation supérieure, qui plus est, et est-ce qu'elles arrivent à se projeter sur les métiers de l'agri-agro? Et sinon, pourquoi? Alors, merci de l'invitation, ça nous fait très plaisir d'être là et de représenter notre asso qui est toute nouvelle et qui, je pense, va bien se développer. Oui, on est présente dans l'enseignement supérieur, en agriculture, en agroalimentaire, en agronomie. On est à peu près dans les écoles publiques en France, environ 66%, donc presque 70%, donc on est en grande majorité. À AgroSud en particulier, je pense qu'on est presque aux 3/4 de filles. Et pourtant, malgré le fait qu'on soit en grande majorité, l'insertion, elle est toujours plus difficile pour les femmes. Donc je sais pas si c'est commun à tous les secteurs, mais en tout cas en agro c'est le cas. L'insertion est plus difficile, la recherche de stage est plus difficile, on s'expose à plus de refus. Pour des raisons qui ne sont pas cachées en général. Donc en agriculture, c'est parce que voilà, les femmes n'ont pas la capacité physique, n'ont pas les mêmes capacités physiques qu'un homme, donc vont se faire plus souvent refuser. Il n'y a pas de, comme on en parlait plutôt, comme Esther Bayani en parlait, il n'y a pas de vestiaire pour les femmes, donc on les refuse aussi, etc. Et du coup, se projeter, je pense que c'est plus compliqué pour une femme. Je sais pas, toi Claire, tu nous diras ton expérience, mais quand je suis rentrée en école d'agroalimentaire et que j'ai compris que ça allait être plus difficile pour moi que pour mon amie qui a exactement la même formation que moi, les mêmes compétences à la fin, quand j'ai compris que ça allait être plus difficile, ça m'a quand même mis un coup. Après, c'est très personnel, je me suis rendu compte que, il allait falloir que je me batte et que, j'apprenne à me battre parce que moi, je pensais pas que ça allait être plus difficile pour moi, je comprenais pas. Maintenant, ça me paraît évident du coup,
En fait, je pense qu'il faut le vivre. Il faut le vivre. On est encore en études, donc voilà, on n'a pas encore envoyé nos candidatures, essayer de trouver un job et tout ça. On n'y est pas encore, mais voilà, moi j'avoue que j'ai un peu de mal à m'y projeter. Alors également, je tenais à vous remercier à nous pour nous avoir invités et pour les personnes qui assistent ici d'être là. Je voulais revenir donc sur ce qu'a dit Anaëlle par rapport aux chiffres. Donc notre école, maintenant l'Institut Agro-Dijon, ex-Agro-Sud-Dijon, ex-ENSBANA, assure un suivi de l'insertion des étudiants. Et donc j'ai pu voir les chiffres de 2017 sur la promo 2016, donc sortant en 2016. Ces personnes-là s'étaient intégrées, donc il y avait 73% de filles chez les agronomes et 80% chez les agroalimentaires. Bon, toujours une majorité écrasante de femmes, mais un peu plus en agroalimentaire qu'en agronomie. Et effectivement, les femmes sortant avaient moins de CDI que les hommes. Donc les salaires étaient à peu près les mêmes, mais c'était toujours des conditions de travail plus précaires, des contrats un peu plus fragiles pour les femmes. Ce qui est étonnant parce que dans les travaux de groupe, lorsqu'on est étudiante, on voit que les femmes sont tout à fait compétentes. Les personnes qui sont les plus nonchalantes, on va dire, ce sont généralement des hommes qui profitent de... Et donc, dans l'école, on a vraiment l'impression que les femmes sont très impliquées et finalement, dans la valorisation professionnelle, dans la façon de se mettre en avant, peut-être lors des recrutements, on voit que les hommes arrivent à mieux faire valoir leurs compétences et accéder à des postes plus intéressants. Par rapport à l'impact du sexe du genre sur les possibilités de carrière ensuite, c'est vraiment une question que je ne me suis pas posée pendant toute mon enfance. Au final, avant d'arriver dans le supérieur, parce que en dehors même du milieu professionnel, les situations de sexisme que l'on vit en tant que femme sont tellement banalisées qu'on finit par ne plus y faire attention, et c'est uniquement lorsqu'on discute, comme tu disais, avec des hommes, des personnes qui ne vivent pas ce sexisme-là, qu'on se rend compte qu'il y a une différence importante. Et c'est pour ça qu'on a créé l'asso finalement, pour montrer que non, c'était pas normal d'accepter, c'était pas normal de faire avec, et qu'on pouvait tout à fait s'imposer en tant que femme. Merci. On va rester dans le secteur de l'agroalimentaire, du coup, avec Marie-Pierre Mandrive. Merci d'être là. Vous avez une formation d'ingénieur en agroalimentaire. Vous avez d'ailleurs fait vos études à Dijon. Vous avez créé votre cabinet de conseil en innovation pour la restauration et l'industrie agro après avoir piloté l'innovation de produits dans un grand groupe de restauration pendant une quinzaine d'années. Vous êtes également l'une des cofondatrices et la présidente d'Elson Food. Donc la communauté des femmes de la food. Et une maman engagée pour des cantines scolaires plus vertueuses. D'où une question plutôt ample, en fait, liée au parcours professionnel. Est-ce que, selon vous, il existe des différences de carrière entre les hommes et les femmes? Oui. Et ça commence dès le premier job, en fait, pour faire écho à ce que vous avez dit. Donc moi, j'ai fait la même école que vous, il y a 20 ans, et je suis assez triste de constater qu'en 20 ans, les choses n'ont pas beaucoup évolué de ce point de vue-là. Je vais vous raconter un entretien que j'ai passé donc il y a 20 ans pour un stage de fin d'études, où je me suis pris le sexisme et la misogynie en pleine poire. On s'est retrouvés avec plusieurs étudiants de ma promo à passer un entretien collectif pour la même entreprise, qui était une entreprise de la boulangerie industrielle. C'était un secteur qui m'intéressait beaucoup. J'avais déjà fait un stage en boulangerie industrielle et un autre en pâtisserie industrielle, donc je me sentais plutôt en confiance. Et donc on passe cet entretien collectif avec nos potes, déjà c'était un peu bizarre, et on est quelques-uns à être retenus pour un entretien individuel. Et là, je me retrouve face au recruteur, un homme, qui pendant une vingtaine de minutes me demande de lui prouver que moi, une femme, je serais capable de remplir cette mission parce que, vous comprenez, la boulangerie, c'est très très dur, il fait chaud, il n'y a que des hommes en production, est-ce que vous êtes sûr que... Et moi, je dis, écoutez, si je suis là en face de vous, c'est que je m'en sens capable, après vous donner des preuves tangibles. Bah non, mais j'ai déjà fait un stage en boulangerie, je sais ce que c'est, donc si je suis là, c'est que je m'en sens capable. Je vous le donne en mille, il a pris en stage un mec de ma promo qui faisait 1m95 et qui avait 0 expérience en boulangerie. Alors, je peux vous dire que quand on vit ça, on se dit on est mal barré. Et du coup, moi j'ai eu la chance de travailler pendant une quinzaine d'années
dans une entreprise à culture américaine, et le sujet de la diversité et de l'inclusion, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un peu plus ancré dans les entreprises de culture anglo-saxonne. Et moi, je sais que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me sentir légitime, à oser. Et j'ai bénéficié du réseau interne de femmes qui visait à promouvoir l'égalité de chance entre femmes et hommes au sein de l'entreprise. Ça m'a aidé, et en sortant de cette entreprise, ça m'a manqué, et c'est pour ça qu'avec Diane qui est là, avec une dizaine d'autres femmes, on a monté Elles sont food pour nourrir la réflexion sur la place des femmes dans l'univers de l'alimentation au sens très large, donc agroalimentaire, gastronomie, nutrition, conseil, start-up, de la food tech, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de se sentir solidaire, légitime, de s'entraider. Pourquoi? Parce que effectivement, on est plein de femmes, si on prend le secteur de l'agroalimentaire, on est plein de femmes dans les formations, mais dès le premier job, on se rend compte qu'il y a un malaise. En fait, j'ai cherché des chiffres. Alors, il faut savoir que le ministère de l'Agriculture a publié l'année dernière une infographie merveilleuse qui montre que effectivement, c'est formidable l'agroalimentaire, parce que on n'a pas du tout de problème à s'intégrer professionnellement. Moi, ce qui m'a choqué quand j'ai vu ce doc, c'est que je vois donc CDI, 1 an après le diplôme, hommes, 81,2% d'hommes en CDI, femmes, 72,3%. Moi, je vois ça, je me dis que sur cette infographie, ça aurait dû être mis en avant, mais pas du tout, non sujet. Ensuite, je regarde les salaires. Donc, vous disiez que sur AgroSup, il n'y avait pas un gros écart. En réalité, à l'échelle des diplômés en agroalimentaire et agronomie en France, 1 an après la sortie de l'école, donc premier job, il y a 9,1% d'écart de salaire. Donc quand on démarre sur un premier job avec 9% d'écart de salaire, quand en plus derrière on se prend des congés maternité, quand on voit que c'est quand même vachement plus facile de s'entourer et de promouvoir des gens qui nous ressemblent, donc quand on a un management qui est masculin, on voit qu'il y a quand même des dynasties de promotion de clones, et ben en fait on le rattrape jamais cet écart. On le rattrape jamais, et du coup moi je suis assez convaincue qu'il faut sensibiliser dès l'école, qu'il faut que le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation prenne ce sujet à bras-le-corps. C'est pour ça qu'en conseil d'administration d'AgroSup, je me suis permis, parce que je fais partie de ce conseil d'administration, merci les quotas, j'en suis ravie, et je me suis permis d'évoquer le sujet auprès du représentant du ministère de l'Agriculture, en disant oui, il y a quand même un sujet, que deviennent ces femmes, parce que bon, moi il y a 66% de femmes diplômées, mais quand on regarde les CODIR ou les COMEX des entreprises, pardon, mais elles ne sont plus là, que se passe-t-il? Eh bien, ce monsieur charmant m'a dit mais nous, notre boulot il est fait, les filières sont très féminisées au niveau des écoles, et oui, mais du coup vous avez des statistiques sur après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Pourquoi elles n'accèdent pas au poste à responsabilité? Ah, bah, non. Ah oui. Du coup, Julien de Normandie, si tu regardes le replay de cette conférence, moi j'ai envie de te demander de t'intéresser à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Que deviennent ces femmes? Et qu'est-ce qu'on peut faire dès la formation pour éviter qu'elles disparaissent, qu'elles soient invisibilisées? Parce qu'il y en a qui sont dirigeantes, mais elles sont peu nombreuses. On ne les connaît pas. Qui sait que le groupe Sodebo, qui est un des plus grands groupes agroalimentaires de France, est dirigé par 3 sœurs? Personne, on ne les voit pas, parce que quand on va dans des conférences, on voit toujours les mêmes bonhommes qui racontent la même chose. Et puis, il y a des médias qui ne nous aident pas, franchement. Donc, l'année dernière, il y a eu par exemple une du magazine Les Marchés, avec les personnalités 2020 de l'agro. Il y avait 5 femmes sur 23. Donc nous, Elles sont fous de notre ambition, c'est de rendre ces femmes plus visibles, de pas être dans le dénigrement, la dénonciation. Mais on a fait un petit tweet en disant vous savez, il y a quand même plein de femmes, ça aurait été sympa d'en mettre. Et suite à ça, on a eu une tribune dans les marchés sur le sujet de la place des femmes. Donc je pense que il faut oser élever la voix, se montrer des rôles modèles inspirants, parce qu'elles sont là, les femmes, et vous avez le droit de vous projeter à des postes à responsabilité si vous en avez l'ambition. C'est pas le cas de tout le monde, mais il faut montrer que c'est possible. Et donc oui, les carrières sont différentes, mais il y a des vrais enjeux de compréhension de pourquoi,
et de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour éviter cet écart, quoi. Alors, du coup, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait rebondir. Merci beaucoup. Une première question qui me vient en tête, est-ce que, et que vous avez abordé, est-ce qu'il existe une forme de discrimination qui repose en fait sur des oppositions de genre entre les compétences qu'on accorde aux femmes ou aux hommes? Et si oui, comment vous y répondez en fait concrètement? Comment on peut répondre à ça? Est-ce que vous avez des témoignages sur la question? Alors, en ce qui me concerne, puisque je suis étudiante, j'ai pas encore une très très grande expérience de la vie professionnelle, mais je sais que dans mes stages, j'ai fait un stage d'exploitation agricole, j'ai été accueillie par un magistral, il nous envoie encore des femmes, ça fait plaisir. Le stage s'est finalement très bien passé et la personne qui m'avait fait cette remarque était très satisfaite de mon travail à la fin, donc je m'attendais à ce que l'opinion évolue, et finalement la seule version que j'ai eue, c'est que les femmes n'étaient pas faites pour travailler à la ferme, mais que moi, j'avais réussi à outrepasser ce cliché, mais ça n'avait pas changé sa vision des choses. Alors que, en discutant un petit peu avec les employés, j'avais appris qu'il y avait des catastrophes qui avaient engendré des pertes économiques énormes de la part de stagiaires hommes dans les années précédentes. Et tout ça n'avait pas remis cette image en cause, parce qu'un homme, c'est fort, ses compétences, c'est adapté pour le travail à la ferme. Alors que moi, comme j'étais une femme, j'avais réussi. Bon, je travaillais en fromagerie, donc c'était pas tout à fait la même pénibilité physique. Mais, elle avait gardé, la jeune femme qui m'a parlé avait gardé en tête que l'idée que filer le cahier du temps calé, c'était compliqué, je n'arrivais pas. On n'était que des filles en production, ça en est très bien sorti, mais elle a continué à nous proposer d'amener un ouvrier agricole pour nous aider. Donc on voyait bien que finalement il y avait des clichés qui n'en prenaient pas sur la réalité. Et pareil dans les stages suivants, finalement, j'avais des rôles en qualité, donc certaines autorité sur les personnes, pas autorité disons, mais un rôle de contrôle sur le travail effectué en production, qui faisait qu'il y a une position un peu délicate vis-à-vis des personnes en production, puisque on leur dit si leur travail est bien fait ou pas et s'ils doivent recommencer. Et j'ai eu des ouvriers qui me disaient, je pensais que l'obstacle principal ce serait mon âge, que c'est un peu compliqué de donner des indications à des personnes plus âgées, finalement c'était mon sexe. J'ai un ouvrier qui m'a dit qu'il n'y avait pas de remarques à recevoir de la part d'une femme. Donc ça s'est réglé avec la direction. Et finalement, le directeur, à la fin du stage, m'a dit qu'il était très fier de moi et que j'avais manifesté des qualités masculines. Parce que j'avais été intransigeante, j'avais su pas respecter, et j'étais à la fois heureuse que ça soit bien passé, un peu déçue aussi qu'ils considèrent que se faire respecter, c'est une qualité d'homme. Donc je trouve que il y a à la fois des comportements masculins qui sont valorisés, par exemple le fait que la colère ne soit pas considérée comme une émotion. Souvent on voit des hommes qui s'emportent, qui peut-être du poing sur la table, on dit waouh, ce sont des hommes de caractère. Alors qu'une femme qui en a pas la sensibilité ou autre chose, c'est quelqu'un qui est plus émotif. Une femme qui s'impose trop, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, dis donc, et c'est limite vu comme une critique finalement. Donc ça, c'est à la fois un problème d'éducation, je pense, et de société. Je pense qu'on devrait, dès l'école d'ingénieur, mais pas forcément attendre le supérieur, dès l'enfance au final, encourager les femmes. On parlait tout à l'heure de compétition, du fait qu'on dresse un peu les femmes contre les autres. Dès l'enfance, en fait, on dit que, dans les contes, la plus belle du village, le simple conte de Blanche-Neige, la jalousie de la belle-mère, etc. Donc, on fantasme une vision des femmes qui sont érigées les unes contre les autres. Et je pense que l'événement d'aujourd'hui est la preuve que pas du tout. Au final, on arrive à trouver de la solidarité parce qu'on sait à quoi on est confrontés les unes les autres. Et je pense que c'est important donc d'inculquer ces valeurs de solidarité dès l'enfance et d'arrêter de fantasmer cette image de femmes qui combattent entre elles pour l'attention des hommes. Émilie Janin, peut-être? Je veux bien que tu me reposes la question, pardon. Ma question d'origine était est-ce que il existe en fait une forme de discrimination liée reposant sur des oppositions de genre dans les compétences? Est-ce qu'on attribue telle compétence à une femme plutôt qu'à un homme? Est-ce que vous voyez et du coup en fait sur l'attribution des tâches, c'est-à-dire est-ce qu'on vous écarte de certaines tâches du fait que vous êtes une femme? Ouais, ok. Alors, comment dire? Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure que j'interviens beaucoup moi je travaille dans un milieu qui est très très macho et avec beaucoup d'hommes, etc. Pour autant, même si c'est dur et si, des fois, par exemple, ma première réunion à Interberg, c'est l'interprofession du bétail et de la viande. J'y suis allée puisque je représente, ça fait 6 ans que je fais partie de la section bovine au niveau national à Interbev, et la première réunion où je débarque,
Donc j'y allais je représente la Confédération paysanne, qui est un syndicat paysan, et donc j'y allais avec mon animateur sur ce sujet-là, Fabien, que tout le monde connaissait dans la réunion. Tout le monde le connaissait parce qu'avant on travaillait à la Confédération paysanne, il travaillait donc à Interbel. Et donc quand j'ai pris la parole la première fois à cette réunion, ils ont tous dit non mais tu connais rien au sujet, laisse parler les professionnels. Et limite à penser, enfin, il fallait que je laisse parler Fabien, quoi. Donc là, j'ai fait comme eux, en fait, à un moment donné, j'ai dit, vous avez une foutre de ma gueule, là. Fabien, vous savez très bien que c'est mon animateur, et que, du coup, c'est moi la professionnelle, je suis là, je porte la parole des professionnels, j'ai un mandat des paysans pour porter leur parole. Donc maintenant, ça suffit, on va arrêter et faire la discussion. À partir de là, il n'y a plus de soucis, hein. Et je travaille très très bien, du coup, avec tous ces gars. Et je suis plus dans cette lutte, quoi. Mais par contre, à un moment donné, effectivement, il faut oser dire, bon, oh là, c'est bon, on a les mêmes compétences, on a les mêmes pouvoirs, on a les mêmes trucs, et après, il n'y a plus trop besoin de se battre, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des schémas qui sont ancrés, et mais des fois, on se met des barrières nous-mêmes, énormément. Ça vient d'éducation, ça vient de tout un tas de choses. Moi, vraiment, il faut vraiment avoir en tête qu'on se dit, en fait, non, en fait, déjà, les premières barrières qu'on se pose, c'est nous. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Et voilà. Et puis après, à partir du moment où on a cette envie de le faire, je pense qu'on est capable de tout, quoi. Voilà. Donc, oui, il doit y avoir un mode de société qui doit évoluer, mais déjà, si chacune d'entre nous, on se pose, enfin, même dans cette société, les unes et les uns, tout le monde, arrêtons de voir tout le temps faire des différenciations, etc. Et se dire, bon, ok, oui, il y a des différences qui sont marquées, mais par exemple, ce besoin tout le temps, enfin, je pense que vraiment, on ne peut pas, enfin, on arrivera à bosser ensemble, vraiment, les hommes et les femmes, et il faut effectivement pas hésiter à revendiquer nos positions, nos compétences, nos envies, nos aspirations, à tout ce qu'on a envie de faire, d'y aller et oser et ne pas avoir honte de ça, quoi, vraiment. Mais comme je pense que certains hommes doivent aussi se faire des fois un peu souffrance pour y aller, peut-être qu'ils ont plus de culot, quoi, j'en sais rien, et à un moment donné, il faut oser y aller. Et pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, il y a des différences, il y a certains métiers qui sont traditionnellement plus féminisés. Alors si je pense aux filières agroalimentaires, parce que c'est ce que je connais, typiquement les métiers de la qualité sont très féminisés. Et c'est des métiers qui payent moins que les métiers de la production. Et la production, en général, c'est par là qu'on arrive à atteindre les sommets de l'organisation. On voit très rarement des filles rentrer par la porte de la qualité, finir directrice générale des boîtes. Donc ça pose vraiment une question de mixité sur toutes les fonctions. Cette mixité, cette diversité qui apporte de la richesse, de la performance, de la créativité. Moi, j'ai un copain de promo avec qui j'aime beaucoup intervenir à AgroSup Dijon, enfin l'Institut Agro Dijon maintenant. On intervient en binôme sur un module sur le management. Et lui, il a toujours bossé en qualité. Il est super grand, costaud, et il dit qu'il est victime de discrimination étant un homme sur ce métier-là. Donc, il y a vraiment un enjeu de mixité, de diversité sur tous les métiers. Et puis il y a ce dont tu parlais, il y a les barrières qu'on peut inconsciemment se mettre. Bon, il faut dire que les hommes prennent beaucoup de place dans les réunions. Ils ont quand même, pour certains, une facilité à se mettre en avant, et on le voit très bien à l'école. Moi, je serais curieuse de savoir, depuis que je suis sortie de l'école, combien il y a eu de présidentes du BDE, le bureau des élèves. Parce que, franchement, donc il y a 20-25% de mecs, c'est toujours eux qui prennent la présidence du BDE. Parce que, c'est naturel, c'est spontané. L'année dernière, je crois qu'il y avait eu des petites vidéos pour présenter les dominantes de votre formation. Il y avait plus de la moitié de mecs qui présentaient les dominantes, alors qu'ils sont pas du tout dans cette proportion-là dans la promo, parce que voilà, spontanément, ils y vont. Donc c'est pour ça que nous qu'on a créé Elles sont toutes, c'est pour se donner l'énergie, s'entraider, se montrer qu'on peut oser quand on en a l'envie. Il faut y aller. Et puis c'est vrai que dans les organisations, oui, il y a des sujets qui sont un peu tabous, mais si on pense au temps partiel, ça c'est pas propre à l'alimentaire, mais aujourd'hui dans notre société, c'est les femmes qui prennent les temps partiels. Et pour vous raconter une anecdote, moi il y a quelqu'un de ma famille, un homme,
qui avait un poste de direction dans une entreprise de l'agroalimentaire qui fait plein de choses sur la mixité, la diversité et l'inclusion. À un moment, il est venu me voir en me disant c'est Marie-Pierre, j'aurais vraiment besoin de prendre un temps partiel pour pouvoir m'occuper de mes parents qui étaient en fin de vie. Ça va être mal vu quand même, un homme plus un poste de management, je sais pas comment ils vont le prendre. Non mais vas-y en fait, parce que la femme elle se posera pas cette question-là, parce que c'est acté que c'est la femme, on parlait du care tout à l'heure, qui doit se sacrifier pour s'occuper de sa famille. Ben en fait non. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que on a certains hommes qui ont la révélation le jour où leur propre fille est victime de ça. Et du coup, non mais c'est terrible, mais faut pas souhaiter que ça se reproduise. Mais si ça peut les aider à prendre conscience qu'il y a un vrai problème, ben tant mieux, j'ai envie de dire. Enfin, tant pis pour ces jeunes femmes, mais c'est triste. Et c'est pour ça qu'il faut quand même parler de ces sujets. C'est pas juste une ligne sur un programme RSE d'une entreprise qui dit ah bah oui c'est important la diversité et l'inclusion, je le mets à l'agenda. Bah non, en fait il faut que ce soit incarné, que ce soit vécu et que on donne la possibilité à chacun et chacune, hommes, femmes, avec, sans enfants, on a tous le droit de pouvoir aspirer à un équilibre entre vie perso et vie pro, à vouloir accéder à des responsabilités. Et du coup, il faut une prise de conscience des organisations que c'est pas aussi simple pour tout le monde. Et du coup, on voit qu'il y a peu de données. Encore une fois, mais par exemple, le cabinet de recrutement managérial qui est spécialisé en agroalimentaire a fait une étude quantitative et une étude qualitative sur le sujet. Ils se sont rendus compte qu'en fait, les femmes et les hommes globalement aimaient leur métier dans l'agroalimentaire, etc. Mais qu'en fait, les femmes valorisaient beaucoup plus le collectif, l'épanouissement, l'empathie, là où les hommes valorisent davantage la réussite, l'avancement, la rémunération. Et du coup, si on ne prend pas conscience de ça, dans la capacité à identifier des talents pour les mettre sur les rails de l'avancement, ça changera pas. Et moi, le manager qui m'avait fait passer un entretien il y a 20 ans, peut-être qu'aujourd'hui il y a des responsabilités énormes dans ce groupe ou dans un autre, et si on lui a pas fait d'électrochoc, il a pérennisé ça pendant un temps, quoi. Donc oui, il y a de quoi faire. Donc ça se passe dans les écoles, dans les ministères, dans les entreprises. On peut être celles qui mettent la graine en fait dans la tête de ces mecs là pour que les choses changent. Alors je suis bien d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. C'est vrai que dans la même culture, la question du genre est bien présente. Et n'attendons pas en fait qu'on nous mette en avant ou qu'on ait cette forme de reconnaissance justement. On est là et on n'a pas à s'excuser d'être là, parce que le souci c'est ça en fait. La femme s'excuse, l'homme s'impose. Il va pas s'excuser de s'être imposé au détriment d'une femme. Donc voilà, sans forcément sortir les griffes, parce que dans le milieu agricole, on a affaire des machos, des vieux crocodiles. Moi, j'ai travaillé au commissariat de mes 24 ans à 28 ans, et c'est assez violent, effectivement, de se retrouver avec des machos, flics, qui va débarquer une petite nana dans leur bureau. Donc, cette question du genre, elle est présente partout, mais il faut surtout pas s'excuser d'être une femme et d'être là à un poste où on ne devrait pas être. Après, il faut pas se leurrer. Physiologiquement parlant, une femme n'est pas faite de la même manière qu'un homme. On n'a pas la même ossature, on n'a pas la même condition physique. Et effectivement, dans l'agriculture, parfois il faut porter, pousser des charges lourdes, etc. Et on peut pas le faire. Moi sur l'exploitation, je peux pas enfoncer des pieux, je peux pas dérouler des vaches qui font 4 mètres sur 100 mètres de long, je peux pas porter le rouleau déjà. Donc c'est pas une forme de discrimination, c'est comme ça. Voilà, physiquement on peut pas le faire, faut pas en faire une fixation, faut demander un peu d'aide. Mais voilà, moi je savais que quand j'allais entreprendre ce travail, il y avait des tâches que je ne pouvais pas faire. Je fais 1m60, 45 kilos.
il y a 6 mois, je faisais 45 kilos. Donc, je savais que j'allais devoir demander de l'aide. Et forcément, demander de l'aide pour une femme, c'est compliqué. Parce que forcément, ça veut dire que on peut pas faire, donc on est moins bonne que les autres, ou tout simplement, voilà, on a pris un projet qui n'était pas à la mesure de notre potentiel physique. Sauf qu'aujourd'hui, il faut pas voir aussi l'agriculture comme il y a 50 ans, de manière archaïque. On a des outils ultra modernes qui nous permettent de soulever des charges. On travaille pas avec la bêche, enfin moi non. Je suis pas derrière le joug tiré par des taureaux. Voilà, on a un tracteur, on est mécanisé, et il y a toutes ces formes-là qu'on peut utiliser pour faire le même travail qu'un homme. Hein, voilà. Et je clôturerai là-dessus. Je vous remercie. J'aimerais bien rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a un point qui m'intéresse beaucoup, et je vais peut-être condenser 2 questions en une. Est-ce que en tant que femme, parce que ce que Clémentine disait dans son discours d'ouverture sur la notion d'être irréprochable, etc., est-ce que vous avez du mal à demander de l'aide à des hommes? Est-ce que vous vous sentez soutenu par eux, en fait? Est-ce que ça vous arrive quand même de faire la démarche, d'aller leur demander de l'aide? Et cette notion d'aide aussi, elle me porte à vous poser la question de l'aide des politiques locales, de l'État aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour vous aider dans votre travail en général? On sait que l'agriculture demande quand même des compétences très variées, et que ça peut être compliqué de tout gérer toute seule. Et donc voilà, la question d'aide, je pense, est très importante. Alors, il y a l'aide physique, mais il y a aussi le conseil. Hein. Et qu'on soit un homme ou une femme, il faut se faire conseiller, il faut se faire accompagner. Et voilà, avant, dans n'importe quelle entreprise, que ce soit agricole ou autre, avant de commencer cette aventure, faut se faire conseiller, entourer. On est jamais seul dans une entreprise. Voilà, effectivement, il y a l'aide physique qu'on peut avoir ponctuellement. Je parlais d'enfoncer des pieux. Voilà, oui, il faut demander de l'aide, ou alors il faut sous-traiter. Moi, je travaille beaucoup avec des saisonniers pour m'épauler, et je vais leur faire ces tâches-là. Je vais pas prendre une fille pour m'aider à faire des travaux physiques. Donc, vous voyez, moi, j'ai bien assimilé la question de la discrimination, et je l'utilise parce que c'est comme ça. Mais au-delà de ça, moi, je me suis fait conseiller, et c'est très drôle d'ailleurs, parce qu'en réfléchissant à votre question, je me rends compte que je me suis fait conseiller par une conseillère financière, une notaire, une clerc de notaire, et une expert comptable, et un mari quand même. Mais c'est vrai que voilà, ça s'est fait comme ça, sans forcément le vouloir, mais c'est vrai que aujourd'hui, dans mes équipes, j'ai beaucoup de femmes qui m'accompagnent. Et puis pour la question concernant les aides, l'accompagnement, voilà. Je sais qu'il y a des initiatives locales qui vont se faire, mais alors dans le milieu agricole, non, je sèche là. C'est très mini. Alors, sur le milieu agricole, c'est comme vous l'avez dit peut-être tout à l'heure dans les formations, c'est-à-dire que si elles ne sont pas en train de diriger les entreprises agroalimentaires ou agricoles, les femmes sont surtout dans les activités de conseil à la Chambre d'agriculture, à MSA, enfin, toutes les organisations agricoles. On va les trouver là, en fait, sur des postes relativement un peu de responsabilité, sans que ce soit péjoratif, mais c'est un constat. Donc, on va les trouver dans des postes à conseil, dans l'administration aussi, sur le montage de dossiers, etc. Enfin,
pourrais transmettre tous ces dossiers à des femmes souvent, donc on a des interlocutrices qui vont pouvoir nous accompagner dans différents projets. C'est pas parce que ce sont des femmes que c'est plus simple. Elles vont quand même, enfin voilà, c'est pas forcément parce que c'est des femmes qu'elles sont plus simples, parce qu'elles peuvent être elles-mêmes déjà dans ce conditionnement de, ben voilà, ça doit être un homme qui fait ci, ça doit être un homme qui fait ça, ou à pas donner de crédibilité parce que justement on est une femme pour des causes de jalousie ou autre, mais enfin on va pas se mentir, on n'est pas dans un monde de bisounours, quoi. Après il y a des difficultés qui nous sont, enfin moi en tout cas je peux pas dire si les difficultés que j'ai vécues, enfin que j'ai pu, les obstacles qu'on a pu rencontrer étaient liés uniquement au fait que j'étais une femme ou à ce que je voulais faire, quoi. Voilà, j'ai eu du mal parce qu'en fait moi je fais pas, donc voilà, mais c'est vrai que à un moment donné bah voilà, si on a des projets innovants, bah tout de suite on vient changer des habitudes, des changements, donc là c'est très dérangeant. Si on est une femme, c'est vrai que ça peut déranger aussi. Et voilà, et c'est vrai qu'on constate, enfin bon, moi voilà, on est effectivement dans le conseil plutôt entouré par des femmes, ce qui est plutôt pas mal. Elles ont une ouverture d'esprit, ce que moi je constate, c'est qu'elles sont plus ouvertes à l'innovation, à une ouverture d'esprit, à chercher des nouvelles formes de montage de projet aussi. Elles sont vraiment dans la création, ce qui est pas forcément, ça peut être dans des métiers artistiques autres, mais même dans la création, l'imagination de nouveaux concepts, etc. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir une bonne oreille auprès de femmes sur ces aspects-là, quoi. En fait, moi j'ai l'impression que sur tous ces aspects-là, c'était plutôt relativement plus facile avec des femmes. C'est peut-être lié à nos prédispositions et puis à nos éducations aussi, mais après, ce qui est très très riche, c'est quand même toujours d'aller essayer de trouver parce qu'il y a aussi des hommes qui sont capables d'avoir cette vision créative, cette vision plus innovante, cette vision, etc. Et c'est toujours de faire des ponts entre les deux et d'essayer d'utiliser la complémentarité et l'addition de nos qualités pour arriver à faire avancer les choses. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression de répondre vraiment à votre question, je suis désolée, mais je parle que de ce que je connais. Peut-être pour rebondir, c'est vrai que on a besoin de se sentir épaulé, surtout quand on est isolé en tant que femme dans certaines organisations. Donc ça peut passer par le coaching, le mentorat de la part de personnes qui sont dans les organisations, hommes ou femmes, ou de personnes extérieures. Et puis moi j'ai envie de parler des réseaux parce que je suis là pour représenter Elles sont food, et les réseaux féminins ont vraiment un rôle à jouer. Donc je sais qu'il y a des réseaux qui se mettent en place au niveau de certains syndicats agricoles, il y en a dans l'alimentaire, dans la gastronomie, ça existe, et nous on a créé Elles sont food pour essayer de relier tout ça, parce qu'en fait on a des belles histoires et des beaux partages d'expériences à construire ensemble. Et juste pour l'histoire d'Elles sont food, en fait moi quand je suis partie de mon ancienne entreprise, j'ai bénéficié d'un outplacement. Donc j'avais une conseillère qui m'aidait à réfléchir à ce que j'allais devenir, à ce que je voulais faire. C'était une femme, et quand je lui ai dit que j'aimerais bien monter un restaurant, elle me dit vous devriez rencontrer Camille, qui travaillait dans un grand groupe avant et qui a monté son entreprise de traiteur. Et donc je rencontre Camille, une femme. Je discute avec Camille et Camille me dit mais tu devrais rencontrer Vanessa, parce que Vanessa, elle a envie de monter un resto, vous allez vous comprendre, je pense que ça va bien fitter. Je rencontre Vanessa dans le coffee shop de Marie-Hélène et on papote avec Marie-Hélène qui nous parle de son expérience. Le courant passe bien avec Vanessa. J'aide Vanessa au lancement de son restaurant, et de fil en aiguille, on partage nos vécus dans des grands groupes, ce qui a été génial et puis ce qui a été plus compliqué en tant que femme. Et on se dit mais il manque quelque chose. Il y a des réseaux d'entrepreneurs, il y a des réseaux de femmes entrepreneurs, de femmes chefs, mais il n'y a pas de réseau inclusif autour de l'alimentaire qui nous permettrait d'échanger avec celle qui est l'experte de la nutrition, celle qui est l'experte du marketing, et on se sentirait bien en confiance s'il y avait un réseau comme ça. Et du coup on l'a créé.
avec Vanessa. Marie-Hélène a été une de nos premières adhérentes ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des adhérentes d'Elles sont food qui recrutent d'autres adhérentes d'Elles sont food. On en voit certaines qui mettent qu'elles sont adhérentes d'Elles sont food sur leur profil LinkedIn, sur leur compte Twitter. Donc il y a un sentiment d'appartenance à une communauté où on s'entraide, où on s'échange des bonnes pratiques, où on se donne des tuyaux. Nous, on a envie de contribuer à tout ça, et il se passe des choses incroyables. Et même si on a encore quelques hommes qui nous disent ah ben si c'est ça, nous on va créer Ils sont food, mais allez-y les mecs, vous prenez déjà toute la place dans les réseaux mixtes. Nous on a une raison d'être, on espère un jour que Elles sont food n'aura plus lieu d'exister. La réalité, c'est que aujourd'hui on a 260 adhérentes qui sont super contentes de faire partie de ce réseau, et qui a voilà une magie qui opère. Pourquoi? Parce que il y a un besoin de s'entraider, de se coacher de manière plus ou moins officielle, mais voilà, on a ce besoin de se retrouver entre nous et de montrer que c'est possible. Et alors qu'il y a des situations qui sont quand même vachement complexes, plus complexes pour les femmes que les hommes. Je pense au sujet du financement, je crois, dont on va parler. Enfin, voilà, il y a une vraie discrimination, et il y a un moment, faut se serrer les couilles. Émilie Jalin, vous voulez rebondir? Oui, je voulais rebondir, par exemple, ça me faisait penser à une anecdote, cette histoire d'un collègue des Sans Foot, c'est que, par exemple, dans les compétences qu'on peut avoir, en tout cas des domaines de prédilection où les femmes, elles ont l'habitude d'être plutôt reconnues, on les cantonne souvent à notamment des activités de communication, marketing, etc. Enfin, voilà. Et à Interbev, donc encore ce fameux Interbev, ils avaient lancé une communication à un moment donné, c'était, je sais plus, il y a 5 ans ou 4 ans, je sais plus, c'était au moment du démarrage des premières vidéos véganes et compagnie. Et l'idée, c'était pour contrecarrer, parce qu'ils s'étaient imaginé que donc ce mouvement vegan était uniquement lié aux femmes, que c'était donc des mangeuses de graines qui ne voulaient plus manger du coup de la viande. Du coup, pour contrecarrer ça, à un moment donné, je sais pas qui a eu cette idée, mais c'était de faire une communication sur les filles à côtelettes. Et l'idée, c'était de prendre en photo des jolies femmes et de les faire poser en disant voilà, moi j'adore manger des côtelettes. Et moi, du coup, en mangeant Interbev avec toutes les responsables de cette com, etc., je leur dis mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris là? Vous avez fondu un câble ou quoi, les filles à côtelettes? Enfin, vous vous rendez compte quoi? Et là, ils me disent c'est vrai qu'on aurait pu te proposer de faire une photo. Non, en fait, c'est pas ça que je voulais vous dire. C'était que c'était excessivement macho, là. Est-ce que vous vous rendez compte, quand même, de votre communication et que c'est c'est d'un autre siècle, quoi. C'est plus adéquat. C'est effectivement complètement à côté. Donc, effectivement, on a encore du boulot et c'est tous les jours. Et la discussion pour leur expliquer comment c'était macho a duré quand même un certain nombre d'heures. Peut-être laisser Anna rebondir plus tard sur la façon dont le marketing et la psychologie consommateur nous imposent, nous aident à exploiter les biais. Moi, je vais juste rebondir sur la notion de réseau et de soutien. Donc, à AgroSup, lorsqu'on a créé l'association, avec d'ailleurs le soutien de Laetitia Paris que je salue. Donc, nous avons, en fait, la naissance de l'association, c'était en réaction à une situation sexiste. Tout le monde s'est rassemblé pour réagir à tout ça. En fait, ce qu'on a noté, c'est que le sentiment, donc, dans la plupart des écoles d'ingénieurs, il y a des chansons sexistes, des actes sexistes, des réflexions qui passent comme un peu partout. Et on avait tous eu, tout était confronté à des situations sexistes, et on s'était sentis très isolés, très seuls. Et donc, certaines ont on finit par chanter des chansons sexistes, on finit par laisser passer des remarques en souriant parce qu'elles voulaient pas être celle qui détonne, celle qui casse l'ambiance, etc. Celle qui est pas cool, exactement. Ce qui est très, ça paraît simple au début. C'est un peu aussi un petit point d'attention sur lequel j'aimerais revenir. Depuis le début, on parle de prendre le pouvoir, de s'imposer, etc. Je trouve ça très important, bien sûr, mais il faut aussi garder en tête qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'assurance nécessaire, n'ont pas forcément la carrure. Vous parliez du physique qui est important. Moi, je sais qu'en entreprise, j'ai eu la chance d'avoir la force physique qui m'a permis de passer pour un homme, de pas être freinée par le fait que j'ai moins de force qu'un homme. Et en fait, je pense que c'est important qu'on se batte toutes les femmes pour les femmes qui n'ont pas forcément l'assurance de parler pour elles-mêmes, pas forcément la capacité à se défendre, à se vendre, à montrer qu'elles méritent autant qu'un homme. Ça, c'est des remarques qu'on a entendues dans le cadre de l'association et sur les réseaux. Vous n'avez qu'à montrer que vous êtes l'égal des hommes. Non, en fait, le problème, c'est que ça devrait être un acquis. On ne devrait pas prouver en travaillant 2 fois plus
parce qu'il y a également ce qu'on disait en montrant que les femmes qui réussissent, qui sont visibilisées, ce sont les femmes qui, dès le début, ont fourni beaucoup plus d'efforts que tous les autres. C'est bien de travailler plus, c'est bien de réussir, mais il faudrait aussi qu'on n'ait pas à pousser toutes ces barrières-là. Et donc le fait de nous retrouver entre nous et d'en discuter, ça a fait qu'au lieu de se sentir, nous, aigris, isolés dans notre coin, on s'est rendu compte qu'on était plein à partager ce sentiment. Et que quand on s'est mis ensemble, qu'on a commencé à travailler, à faire de la communication, on a plein de personnes de l'école qui sont venues nous voir et qui nous ont dit qu'elles nous remercient du travail qu'on avait accompli. Là, par exemple, pour les chants sexistes, donc au début, on a rencontré beaucoup de résistance, les personnes avaient très peur de changer la tradition. D'ailleurs, en discutant avec Marie-Pierre, on s'est rendu compte que la tradition, finalement, c'était plus les modifications au fur et à mesure de certaines personnes, alors qu'il y avait des traditions qui n'étaient pas du tout aussi sexistes qu'elles ne le sont maintenant. Et maintenant, donc il y a quelques jours, on a eu une publication du Payardi qui regroupe les chansons un peu paillardes justement de l'école. Et on a eu des personnes qui n'étaient pas du tout préoccupées par le sujet au début, qui dans les commentaires ont dit attendez, je viens de relire les paroles. C'est vrai qu'en fait, elles sont pas si bien que ça, il n'y a pas de respect du consentement, l'image des femmes est dégradante. Je vous propose qu'on les change. Alors qu'au début, quand on me proposait ça, ça a fait un raz-de-marée, oh mon Dieu, on nous déracine. Et donc c'est bien de voir qu'au final, quand une femme parle toute seule, elle fait un peu hystérique, isolée, alors que quand des femmes disent la même chose, mais qu'elles sont plusieurs, ça fait effet de groupe, ça fait reconsidérer, et ça a évidemment beaucoup plus de poids. Du coup, ne serait-ce qu'au niveau soutien moral, mais aussi également au niveau de l'efficacité, on voit que quand on se soutient et qu'on crée un réseau, on est beaucoup plus efficace. Donc en fait, le rassemblement permettrait d'arriver à lutter contre la banalisation de certains comportements. Pour moi, oui, totalement. D'accord. J'aimerais rebondir sur la notion de preuve, justement pour aborder la question des financements. Et vous demander si ça a été compliqué pour vous en tant que femme d'avoir accès, par exemple, au foncier ou à des prêts, à la banque, etc. Est-ce que c'était plus compliqué? Est-ce qu'on vous l'a accordé plus facilement? Ça peut être aussi une tendance. Est-ce que vous avez des témoignages là-dessus? Alors, comment dire, je vais vous raconter en fait comment on a réussi à... Parce que financer une ferme, c'est franchement... enfin, c'est pas que c'est facile, mais c'est connu. Par contre, arriver à financer et à mettre en place un abattoir mobile quand personne n'a envie de le voir sur place en France, c'était compliqué. Et Franck le sait parce qu'on a commencé à imaginer cette histoire il y a très longtemps avec Franck en 2016. En fait, tout le monde me disait c'est une idée géniale parce que le bien-être animal, la société s'en soucie et donc c'est important de faire changer les choses, etc. Tout le monde trouvait ça génial, sauf que les pouvoirs publics au départ n'ont pas voulu forcément nous soutenir, enfin pas voulu nous soutenir, c'est-à-dire que eux, avaient des pressions aussi, c'est la réalité, ils avaient des pressions des lobbies de l'agro-industrie pour ne pas venir aider de nouveaux abattoirs à s'installer sur le territoire français, donc obtenir d'abord l'entrée, financement public était compliqué, donc ça voulait dire qu'il fallait trouver d'abord des fonds propres. Donc pour trouver des fonds propres, c'était un peu complexe aussi. Donc on a mixé des modèles qu'on ne retrouve pas forcément dans le modèle industriel, agroalimentaire, c'est-à-dire que quand on a été toqué à la porte des différents fonds de financement, des business angels et compagnie, ils ont tous dit le projet il est génial. Enfin personne ne donnait quand même un accord, donc c'était un petit peu fatigant. Et au final, je commençais un petit peu à en avoir ras-le-bol au bout de 4 ans, je commençais un peu à fatiguer. Et vraiment, on ne trouvait pas comment le premier pied allait, comment on allait pouvoir déclencher ce tour de financement, ce tour de table, comme ça s'appelle, dans les startups, etc. Là. Et vraiment, on piétinait. Et puis arrive, donc là, ça c'était déjà 4 ans que je travaillais dessus. On s'épuise un peu et arrive le premier confinement, de 2020, février, le salon de l'agriculture ferme un jour plus tôt, confinement général de la France. Donc le moral, on commence à se dire où est-ce qu'on va et en même temps on sentait que les gens avaient envie de remettre encore un petit peu plus de sens dans leur alimentation. Il y avait une certaine fragilité de la chaîne alimentaire qui avait été soulevée aussi. Enfin bref. Et à ce moment-là, une femme avait fait un film sur ce projet qui s'appelait, un petit film documentaire qui s'appelle La ferme d'Émilie, qui avait été diffusé sur les réseaux sociaux, on avait fait des projections, etc. Et elle m'accompagnait pas mal et elle me dit, écoute, pourquoi on met pas un post sur les réseaux sociaux, comme quoi tu cherches des investisseurs? Je dis, fameuse phrase de Franck, on perd rien à essayer, au pire ça marche.
Et effectivement, ça a marché. C'est-à-dire qu'en un mois et demi, on a trouvé 6 personnes, des personnes privées, quoi, simplement, qui avaient un petit peu d'argent et qui croyaient fortement au projet. Et donc, on l'a trouvé en un mois et demi. Et donc, avec le confinement, qu'avec des visios et des téléphones, 600 000 euros, un peu plus de 600 000 euros, plus de 6 personnes différentes. Dedans, il y avait 2 vétérinaires, des maraîchers, une éleveuse, et puis deux chefs d'entreprise, enfin un chef d'entreprise et puis un contrôleur de gestion. Enfin bref, ça va. Et on ne s'est jamais rencontrés physiquement. On a travaillé comme ça à distance pendant très longtemps. Après, on a travaillé pour avoir un crowdfunding. En parallèle, on allait chercher en essayant de travailler avec nos banques, mais c'était très très compliqué. Et donc avec un crowdfunding avec Mimosa, donc c'est un dossier à peu près comme dans une banque finalement, avec une étude de risque, etc. Et pareil, Mimosa nous a dit on adore le projet, mais communiquez quand même pas trop sur le fait que c'est un abattoir parce que c'est pas de l'amour. C'était quand même le cœur du sujet, donc du coup on a quand même communiqué un peu dessus. Parce que vous aurez compris que j'ai du mal quand même à me conformer aux choses quand on me les dit. Et donc du coup, on a communiqué dessus et incroyable, on voulait récolter 250 000 euros en 60 jours et on a réussi à les récolter en 5 jours. Donc là, Mimosa nous rappelle et nous dit « Waouh, on n'a jamais vu ça, c'est génial, bravo ». Et là, en fait, ça a changé la donne, c'est-à-dire que cette somme-là des fonds propres qu'on a réussi à chercher vers nos investisseurs qui sont du coup mes associés et Mimosa, du coup, la banque a fait « Ah ouais, mais on avait du coup réussi à avoir en quelques mois plus de 850 000 euros. » Et là, la banque a changé d'attitude. On dit « Ah, c'est plus la même chose. » Et puis après, on a monté tous les dossiers de subvention et avec les pouvoirs publics, en leur prouvant qu'en fait, on avait monté un business plan qui était solide, qu'effectivement, on avait besoin d'un tour de table avec des banques, des investisseurs, des financements participatifs, etc., que tout était solide, on avait des garanties BPI, etc. On a réussi à finir ce tour de table. Du coup, ça nous a pris à peu près 9 mois pour faire ce tour de table, comme une grossesse. Et puis, la fabrication d'un bâtiment mobile a pris à peu près 9 mois, et voilà. Mais effectivement, je pense que, du coup, c'est ce côté femme, c'était pas forcément hyper évident parce que, j'étais à l'image des banquiers, enfin voilà, une paysanne, une éleveuse, j'étais pas une chef d'entreprise, j'étais une femme, j'allais sur un projet qui était hyper innovant, ce qui a finalement fait qu'ils ont suivi, ils nous l'ont dit après coup, c'était que, on n'a pas lâché pendant un certain nombre d'années et qu'on est donc hyper convaincus et très persévérants. Donc pour eux, c'était quand même une qualité, qu'on avait monté ce dossier, qu'on avait surmonté plein d'obstacles et surtout qu'on avait été imaginatif et qu'on arrivait à leur prouver que voilà, on avait été chercher des fonds propres. Mais ça, ce côté créatif, imaginatif, trouvons des trucs autres, finalement, à un moment donné, ça a pu servir en disant ah ouais, ils ont de la ressource, donc en tant que chef d'entreprise, elles vont assurer. Voilà. Et alors nous, chez Elles sont fous, on a pas mal de créatrices d'entreprises, de start-upeuses qu'on a rencontrées notamment beaucoup à Dijon via Vitagora et son accélérateur de start-up Toaster Lab. Et on a certaines histoires qui sont assez édifiantes parce que chercher des fonds, les fonds d'investissement, c'est souvent des hommes grisonnants en fait qui décident ou pas de vous donner des sous. Et quand vous êtes une femme, pour peu que vous soyez mignonne, en jupe, voire blonde, vous pouvez quand même vous exposer à un certain nombre de remarques sexistes, mais sans filtre, alors même que vous êtes là pour pitcher votre projet dans lequel vous avez mis toute votre énergie depuis des mois, voire des années, et vous sortez de ces entretiens en vous disant de toute manière c'est mort, ils m'ont pas prise au sérieux parce que c'est une réalité. C'est pour ça que maintenant il y a des fonds à impact qui ont pour ambition justement d'aller chercher des projets impactants et de ne pas faire de discrimination, etc. C'est important. Il y a des organisations comme Femmes Business Angels par exemple qui sont vachement sensibilisées à ce sujet-là. Et puis on a des exemples mais qui sont lunaires. Nous on a une de nos adhérentes qui voulait monter son restaurant. Elle cherchait des financements auprès de banques, elle se faisait jeter de partout. Et un jour, dans un entretien, mais totalement par hasard, elle a dit que son mari avait créé une enseigne qui est très connue à Paris. Et d'un coup, son projet était beaucoup plus crédible. Et elle a eu son financement. Le niveau de mépris quand même, parce que le projet était le même. Et c'est pas parce que son mari, lui, a réussi que elle, qui va être là, qui va l'aider, pas du tout. Mais on en est quand même à ce niveau-là encore au XXIe siècle, quoi. Donc effectivement, il y a besoin de sensibiliser les organisations et d'instaurer des sanctions en fait quand il y a ces discriminations. Alors on n'a pas parlé
de l'outillage législatif qui est en train de se mettre en place. Bon, sur les sujets de quotas, de parité, la loi Copé-Zimmermann qui a eu son impact sur les conseils d'administration, mais pas vraiment sur les instances dirigeantes, exécutives des entreprises. Là, la loi Rixin qui va mettre une couche supplémentaire, tous ces outils qui vont confronter les organisations à la réalité de ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas pour l'égalité femmes-hommes, va certainement faire bouger lignes, parce que demain il sera question d'attirer les talents, de les retenir. On voit des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui ont envie de donner du sens à ce qu'ils font, et du coup de se sentir en phase avec les valeurs véhiculées par les entreprises qui vont les recruter, par les organismes financeurs qui vont les accompagner, et du coup il va falloir reprendre le sujet à bras le corps.